Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le secteur bancaire, dans les actions bancaires européennes, plus précisément, avec l'un des associés gérants d'Axiom Alternative Investment qui est à mes côtés en plateau, David Benhamou. David, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Donc, une gamme tournée vers le secteur financier au sens large chez Axiom, je le rappelle à chaque fois. Donc, il y a des fonds obligataires de dette, etc. Mais il y a ce fonds Action qui existe depuis quelques années maintenant, que vous pilotez notamment, David. Il faut dire un mot alors de la performance de votre fonds et de la performance du secteur bancaire en 2021 en Europe. Donc j'ai repris 57% de performance pour le fonds Action bancaire européenne que vous gérez chez Axiom, contre 38% quand même de progression pour l'indice du secteur bancaire en Europe. Je veux bien un commentaire sur la performance absolue, la performance en relatif, sachant que c'est la troisième année consécutive, donc 2019, 2020, 2021, que votre fonds surperforme l'indice du secteur bancaire en Europe. Donc je veux bien quelques recettes là derrière cette performance absolue et cette surperformance relative. Absolument. À partir de 2019, on a reconstruit le process de gestion avec un garçon qui pilote au direct le fonds qui s'appelle Antonio Roman. Le process de gestion est complètement basé sur l'analyse fondamentale des banques. En fait, ce qu'on fait, on est amoureux d'aucune banque, on n'a pas de... Il n'y a pas de valeur fétiche. Il n'y a pas de valeur fétiche. Ce qu'on a construit, c'est globalement un process qui consiste à travailler trimestre par trimestre. Chaque banque, selon qu'elle ait beaucoup de banques d'investissement, de la banque commerciale, de l'asset management, va être sensible à des thèmes clés. Les flux dans l'asset management, les risques pour la banque commerciale, par exemple. Et en fonction de ça, pour chaque banque, on va suivre des métriques qui nous permettent d'estimer la surprise au résultat du trimestre. Ah ouais. Et en fonction de ça, on prend des positions parce qu'on va penser que telle banque va délivrer des super résultats dans la banque d'investissement. On prend une position, on attend que ça arrive au prix et on sort. Et c'est vraiment cette discipline qui nous a permis depuis maintenant 3 ans de construire cette performance. Donc c'est une gestion très dynamique, mais très disciplinée d'une certaine manière. Très disciplinée. Pour chaque banque, on regarde les thèmes clés. Et puis voilà, si on pense que ça va fonctionner pour ce trimestre-là, on y va. Portefeuille qui est plutôt assez concentré, 25 valeurs. Et qui tourne beaucoup, du coup, ou pas forcément? Oui, qui tourne beaucoup. Qui tourne pas mal. Alors, c'est pas de la gestion, je dirais, haute fréquence. Non. Mais en tout cas, on peut, par exemple, une de nos gros performeurs, de nos gros contributeurs l'année dernière, ça a été Société Générale. Ça a surtout été, en fait, au dernier trimestre. Bon, voilà. Et voilà. Donc, on n'est pas, on va pas garder une valeur tout simplement parce qu'on l'aime. Il y a des banques qu'on trouve formidables au plan industriel. Opérationnel, oui, bien sûr. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on restera... faire la distinction. Voilà. SocGen qui a été un des emblèmes de l'année 2021 au sein du CAC 40. Il y a eu Hermès, imbattable, et Société Générale qui a délivré une performance aussi, incroyable. Sur un an. Bon, 2 valeurs polaires. On a beaucoup fait le bilan déjà de 2021. Qu'est-ce qui reste comme performance encore pour le secteur bancaire européen? Après, bon, votre fonds fait 57% par an, mais le secteur fait quand même 38% l'an dernier. Est-ce qu'on a épuisé un peu beaucoup des moteurs que vous aviez identifiés pour le secteur bancaire? Quels sont ceux qui restent devant nous? Déjà, il faut partir des valorisations qui sont qui restent très basses. Puisqu'aujourd'hui, une banque, ça se valorise à peu près 70% de ses fonds propres. Si on regarde en price earning, on a une décote d'environ 40-45% par rapport au reste du secteur. Donc, en fait, fondamentalement, ça reste pas cher. Et après, quand on regarde les autres voyants, entre guillemets, qui vont guider une décision d'investissement sur le secteur, on se rend compte que quasiment tous les voyants sont en vert aujourd'hui. En dehors de la valorisation, oui, parce que la valorisation, j'allais dire, c'est un argument qui était valable déjà plusieurs années en arrière. Exactement. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont positives aujourd'hui. Alors, la première, en fait, qui est assez frappante, c'est que la dernière année record de distribution de dividendes en fait, pour le secteur bancaire, c'était 2007, c'était 75 milliards. En 2022, les banques européennes vont en distribuer 80. C'est-à-dire qu'en fait, on renoue avec des niveaux de distribution record. Donc, quelque part, c'est une option pas chère en fait, sur la distribution de l'année prochaine. Ça, c'est un élément qui est relativement clé. Deuxième chose, les banques ont souffert d'une décennie de taux bas et
voilà, enfin, tout le monde en parle. On est en train de vivre un retournement de cycle avec, je dirais, deux groupes de banques centrales. Les banques centrales qui restent en fait, je dirais, qui sont relativement disciplinées dans leur politique monétaire. Les US, le UK et puis typiquement les banques de centre d'Europe centrale et orientale, d'un côté, où on voit qu'elles ont déjà une politique avancée en matière de hausse de taux et puis de sortie de politique conventionnelle. Et puis on a la BCE qui, quelque part un peu plus modérée, même si elle dit que l'inflation est transitoire et temporaire, ça l'est de moins en moins. Bon. Et ce qu'on voit, quoi qu'il arrive, c'est qu'on est en train de sortir plus rapidement dans d'autres zones, mais même dans la zone euro, de des politiques, je dirais, non conventionnelles. Et il y a une partie de la courbe des taux qui est très importante pour les banques, c'est la partie courte à moyen terme. Pourquoi ? Parce qu'elle est clé aujourd'hui dans ce qui coûte beaucoup d'argent aux banques depuis plusieurs années, c'est-à-dire la rémunération des dépôts. Bien sûr. En gros, quand vous mettez des dépôts à la banque les replace à la BCE, et à la BCE, ça lui coûte moins 50. Évidemment, elles ne refont passer à personne, ou alors certaines banques suisses aujourd'hui, mais globalement, l'essentiel du coût est porté par la banque. Donc, si jamais on sort de ce territoire négatif sur la partie courte des taux, c'est tout de suite beaucoup de profit pour les banques. Donc ça, c'est une perspective qui est vraiment clé. Après, il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus psychologique, mais que nous, on a vraiment vécu en tant que spécialiste du secteur depuis quelques années, ça a été la vague FinTech. Moi, je me souviens, en 2014-2015, on découvrait des nouveaux acteurs, avec, c'est vrai, je dirais, des expériences clients proposées qui étaient mais à des années-lumière de ce que proposaient nos grandes banques. Et alors, la disruption n'a pas eu lieu, David ? Parce qu'à l'époque, je me souviens très bien, c'était la fin des banques. Disruption, les activités de paiement, la gestion, tout ça, c'est fini, on n'aura plus besoin des banques. La disruption n'a pas eu lieu. La disruption, elle n'a pas eu lieu. Ce qui est fascinant, c'est que les vieilles banques, en fait, se sont adaptées. Il y a eu, notamment sur le continent, en particulier en France, une grosse accélération pendant le Covid, mais toutes les banques européennes, en fait, ont réduit le nombre d'agences, se sont digitalisées. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on regarde les ratings, aujourd'hui, notamment, en fait, au UK, l'expérience client, on se rend compte que même des grandes banques, aujourd'hui, ont une expérience client qui est super par rapport à la dernière FinTech qui est arrivée sur le marché. Voilà. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il y a de fondamental là-dedans, c'est que d'abord psychologiquement, c'était une menace et en fait, ça l'est, on se rend compte de moins en moins. Et puis l'autre aspect, c'est que toutes ces je dirais, ces challenger banks, ces fintech, en fait, sont pas rentables aujourd'hui. Et elles ont levé beaucoup d'argent, mais le sablier c'est elles qui ont la pression aujourd'hui d'une certaine manière. Voilà. C'est à elles de démontrer la validité de leur modèle économique après quelques années d'existence. Nous, on voit ça comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, et en réalité, la renta n'est pas là, alors que, en tout cas, côté bancaire, voilà, je le dis encore, en fait, de 2022, c'est 80 milliards de distribution. Donc, les banques gagnent de l'argent, clairement. Ça remet un peu l'église au milieu du village. Exactement, absolument. Très intéressant. Et à cela s'ajoute donc désormais la couche ESG. Enfin, il y a deux histoires. Il y a l'histoire de la transition écologique, transition énergétique, du financement de la transition dans un univers européen où le financement se fait quand même en grande partie par le secteur et le système bancaire. Et puis il y a aussi, j'allais dire, l'ESG propre aux banques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on applique, et vous le faites depuis quelques mois maintenant, avec après beaucoup de mois de travail, David, vous avez mis au point un modèle et un filtre ESG justement pour investir de manière responsable dans ce secteur bancaire, dans les actions bancaires. Comment on devient un investisseur responsable ? Comment est-ce qu'on applique et construit un modèle ESG dédié justement à l'investissement dans le secteur bancaire ? Alors, d'abord, en fait, quand on parle d'ESG, le terme clé côté bancaire depuis toujours, c'est le G, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que depuis 10 ans, impossible d'investir dans une banque si vous ne regardiez pas la gouvernance. On a tous en tête les amendes colossales comprises Deutsche Bank ou Crédit Suisse. Donc, la gouvernance, c'est une clé d'estimation du risque de la banque dans laquelle vous investissez qui est fondamentale depuis toujours. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a toujours fait.
et qu'on a évidemment un peu plus formalisé au cours de ces dernières années. Mais ça faisait partie de toute façon de notre processus d'investissement. C'était pas possible autrement de faire sur le secteur. Très clair. Je dirais qu'en fait, ce qu'on a intégré cette année, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis à peu près 2 ans maintenant, et qui est tout simplement une approche climatique. Alors pourquoi ? Parce que quand on réfléchit en fait à la transition énergétique et on dit voilà, il faut, on est en train de préparer la transition énergétique. Quand vous vous rendez compte que 70% de l'économie est financée par les banques, mais en fait, c'est très simple. La transition énergétique, soit elle passe par les banques, soit elle ne se fera pas. Enfin, les financements en fait, annexes ou connexes sont pas suffisants, en tout cas, pour qu'elles soient réalisées. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, en fait, on va regarder qui les banques financent. Et on va regarder l'alignement en fait, climatique de la politique de financement des banques avec la trajectoire des accords de Paris. Ouais. Combien d'émissions je finance ? Combien d'émissions je permets d'éviter à travers le financement que j'offre à mes clients ? Exactement. Donc on a travaillé avec iCare Consult pour construire une méthodologie qui permet tout simplement d'estimer la température ou la trajectoire de température du book de prêt de la banque. Et ça nous donne ensuite, on agrège ça en fait dans notre portefeuille et ça nous permet d'avoir en fait une température de portefeuille pour chaque. Et alors, ça donne quoi quand on fait cet exercice d'analyse sur le secteur bancaire en Europe ? Alors on a, disons que on a un fonds en fait qui s'appelle Axiom Sustainable Financial Bond Fund qui a vraiment un objectif de température. On est à 2,7 degrés. Le reste du secteur, en fait, si on prend tout le secteur, c'est bien au-delà. Si vous prenez des banques comme HSBC, c'est au-delà de 3 degrés. Voilà, au Santander. Et les best in class, aujourd'hui, en Europe, c'est Banque Postale avec 2,3 degrés en trajectoire. Même pas sous les deux, quoi. Non. C'est impossible de construire un portefeuille de banques, actions ou obligations à moins de 2 degrés. Ça va progresser. C'est-à-dire que là, les assessments qu'on a fait, je dirais donc de l'année dernière, avec les chiffres de l'année dernière, nous donnent à peu près cette température-là. On pense que ça va évoluer au cours du temps. Et l'idée, c'est que l'objectif de température du fonds va aussi baisser pour accompagner ça. Ouais. Et donc à travers tout ce travail, vous le mettez en place à travers vos différents fonds, mais celui qui porte, j'allais dire, la matérialité de tout ce travail, là, c'est ce fonds donc sur les obligations. Exactement. Ça, Axiom Sustainable Financial Bond Fund, fonds obligataire. Et vraiment, l'idée, c'est d'être capable de capturer cette idée que quelque part, les banques seront peut-être les architectes de la transition climatique. Et voilà. Mais si 70% du financement passe par le secteur bancaire en Europe, oui, il n'y aura pas de transition énergétique sans les banques. Merci beaucoup David, merci d'être venu nous éclairer sur votre domaine de spécialité d'expertise chez Axiom Alternative Investment, donc le secteur financier, le secteur bancaire, avec notamment, je le rappelle, ce fonds Axiom Equity European Banks qui a progressé de 57% l'an dernier. David Benamou qui était à mes côtés, associé gérant d'Axiom AI, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.